Mec, le deuxième anime de la saison avec un protagoniste méga surpuissant qui ne sait pas qu'il est surpuissant. Alors laisse un like et abonne-toi pour la partie 2, et passons à l'anime. Et au début de tout cela, un garçon Kurt évoque la situation d'un village régulièrement attaqué par un Fenrir, un monstre de niveau est capable de détruire une ville entière à lui seul. C'est précisément parce qu'il subit des attaques constantes que ce village a décidé d'engager l'équipe de Kurt, les crocs du dragon flamboyant, pour vaincre le monstre. Dès que le Fenrir apparaît, Bandana le poursuit, l'attache avec ses fils et le projette contre le mur. Mais Bandana est rapidement soigné par la guérisseuse de l'équipe, une prêtresse nommée Marlefis, puis reprend le combat, maîtrisant complètement le Fenrir. Voyant la créature immobile, Golnova, la guerrière flamboyante, passe à l'attaque et achève Fenrir d'un coup d'épée. Après avoir vaincu Fenrir, le groupe des crocs du dragon flamboyant commença à être considéré comme un groupe de héros par le village. Cependant, Kurt a l'impression que, dans son cas, les gens ne se souviennent généralement pas de lui, car Kurt est un enfant simple, sans pouvoir, qui fait partie d'un groupe de héros remarquables. Après une pause dans un restaurant du village, Golnova se plaint de la nourriture locale et demande à Kurt de lui préparer un bon repas. En entendant cela, Bandana rappelle à tout le monde que ce sera la dernière fois qu'ils auront l'occasion de manger un plat préparé par le garçon. Kurt ne comprend pas exactement ce qu'elle veut dire. Golnova le traite de lent et l'informe qu'il est renvoyé du groupe. Kurt lui demande alors s'il a fait quelque chose de mal. Golnova répond qu'en réalité, le garçon n'a pas fait grand-chose, étant totalement inutile lors du précédent combat contre Fenrir. De plus, Golnova ajoute qu'il n'est bon qu'à faire des bêtises. Après tout, il est même incapable de tuer un slim. Quant à Marlefis, elle explique qu'un groupe ne peut être formé que de 4 personnes maximum. Il faudra donc remplacer Kurt par un sorcier de haut niveau, car c'est seulement ainsi que le groupe pourra continuer à devenir de plus en plus fort. Après avoir été expulsé du groupe, Kurt a commencé à voyager sans but précis. Lorsqu'il se retrouve dans l'obligation de gagner sa vie, Kurt se rend dans une agence de placement de Halo, puis passe un bref entretien avec la réceptionniste. Mais dès qu'elle l'interroge sur son expérience professionnelle, Kurt sourit maladroitement et explique qu'il n'a effectué que quelques tâches simples pour le groupe d'aventure Flamin Dragonfang, le même groupe qui deviendra plus tard SS Rang. Bien qu'il ait été renvoyé du groupe, la réceptionniste le rassure en lui disant que cela compte déjà comme une expérience professionnelle et que, de plus, le groupe est apprécié, ce qui élargira les perspectives d'emploi de Kurt, simplement pour en avoir fait partie. Dès la fin de l'entretien, l'employé l'appelle pour passer le test d'aptitude. Comme chacun sait, les aptitudes sont des talents accordés par Dieu et ne peuvent donc être acquises autrement. Kurt est surpris par la possibilité de découvrir un talent caché en lui. Mais auparavant, l'employé l'informe que les aptitudes ont également des rangs, allant du rang G, sans talent, au rang SSS, le plus haut rang accessible. Après avoir réussi les tests d'aptitude, Kurt obtient le rang G à tous les niveaux, le considérant comme une personne sans talent pour le combat. La jeune fille l'informe donc que cette importante limitation rendra difficile sa recherche d'emploi. En entendant cela, le garçon tombe la tête la première sur la table. Déçu point cependant, l'employé lui rappelle qu'il pourrait encore occuper un emploi plus commercial. Après tout, elle n'a pas encore testé ses aptitudes pour des domaines comme la forge ou l'alchimie, car leur technicien est absent pour le moment et ne reviendra que dans une semaine. Cependant, Kurt lui répond qu'en réalité, il n'a presque plus d'argent et qu'il ne pouvait donc pas attendre longtemps. La jeune fille tente alors un autre test avec lui, demandant au garçon de soulever le sac de sable à côté d'eux. Ce faisant, Kurt utilise une grande partie de son mana, mais parvient finalement à soulever le sac de sable. La jeune fille lui annonce alors qu'il peut travailler comme ouvrier et lui parle d'une entreprise qui recrute. Kurt lui demande alors de lui écrire une lettre de recommandation pour qu'il puisse travailler dans cette ville. Dès son arrivée sur le chantier, Kurt se voit confier la tâche de réparer un vieux mur. Avant de partir, l'homme lui conseille de faire de son mieux. Après tout, on paie pour le travail effectué. Et si Kurt travaille peu, il gagnera proportionnellement. Ressentant toute cette pression, Kurt s'investit pleinement dans le travail. Dès son retour sur le chantier, l'employeur constate avec stupeur que le garçon a réalisé un tiers du mur en seulement 3 heures. Il demande alors comment Kurt a réussi à bétonner les parties les plus hautes. Le garçon sort alors un morceau de bois qu'il a lui-même allongé pour atteindre les parties les plus hautes et explique l'avoir utilisé pour ce travail. Le voyant si inspiré par son travail, l'employeur lui demande combien de temps il compte encore travailler. Et Kurt répond qu'il veut continuer à travailler une semaine de plus. En entendant cela, l'employeur le licencie pour la journée. Mais le lendemain, Kurt améliore encore sa productivité en terminant une partie encore plus grande du mur. À ce stade, l'employeur le licencie définitivement, prétextant qu'il n'a plus besoin de venir, car Kurt a déjà effectué une semaine de travail en seulement 2 jours. En entendant cela, Kurt insiste pour continuer à travailler. Cependant, l'employeur lui rappelle que d'autres personnes ont également besoin de ce travail. Si le garçon continue à travailler à ce rythme, il finira par accepter des emplois auprès d'autres familles pauvres qui ont besoin de cet argent. L'employeur lui suggère donc d'aller travailler dans la capitale, car dans une ville plus animée, il aura beaucoup plus de travail. Cela dit, l'employeur paie Kurt pour le reste de son travail et quitte les lieux. Le garçon en déduit que l'employeur voulait simplement se
se débarrasser de lui, et c'est pourquoi il a flatté avant de s'enfuir, afin de lui rendre l'expulsion moins pénible. De retour à l'entreprise Halo, Kurt rencontre une jeune fille nommée Yulichia, qui se dispute avec l'un des employés, car elle veut embaucher un mineur et payer ses services en fonction de sa productivité. Et comme ils ne font pas ce genre de travail, la réceptionniste lui interdit d'embaucher les mineurs de l'entreprise. Remarquant toute cette agitation, la jeune fille qui parlait à Kurt s'approche d'eux et, après avoir entendu les conditions de l'entrepreneur, suggère à Yulichia de recruter des investisseurs pour développer la mine. Kurt, quant à lui, entend toute la conversation de loin et est prêt à travailler à la construction de la mine aux conditions de l'entrepreneur, même si elle risque de l'escroquer, car elle ne versera aucun acompte. Mais voyant que Kurt n'est qu'un garçon faible, Yulichia refuse de le faire travailler sur son chantier. Après tout, elle n'a pas confiance en l'idée de confier un travail pénible à un enfant simple, elle demande plutôt d'embaucher un nain costaud. Ensuite, l'employé de l'entreprise lui dit d'aller de l'avant, 10 pièces d'argent pour avoir engagé le puissant nain. Cependant, Yulichia, apprenant cela, déclare ne pas avoir cet argent pour le moment. Elle accepte donc l'offre de Kurt et l'engage pour construire la mine. Après que Kurt ait quitté les lieux avec l'entrepreneur, un employé tombe en heurtant les sacs de sable qui le bloquaient. L'autre employé lui explique alors que ces sacs servent à mesurer le mana des individus et que plus un individu en possède, plus le sac devient lourd. Cependant, ces objets ne réagissent généralement pas lorsqu'une personne normale entre en contact avec eux, car il faut un niveau de mana équivalent à celui d'un sorcier de la cour royale pour les activer, ce qui explique précisément leur difficulté de manipulation. Cela dit, l'employé demande à sa collègue de sortir les sacs. Dès qu'elle tente de les soulever, la jeune fille trouve étrange que le sac soit plus léger lorsqu'elle le porte. Après tout, Kurt avait eu plus de mal à les soulever quand il faisait de même. Pendant ce temps, Kurt et Yulichia se dirigent vers une petite tente. Le garçon trouve étrange qu'il n'y en ait qu'une et le commente à voix haute. Yulichia, quant à elle, répond à ce qu'il attendait déjà. Elle compte dormir dans la même tente que lui. Mais Kurt, en entendant cela, lui répond qu'il ne peut pas dormir avec une jolie fille. Yulichia rougit de gêne, et Kurt, lui, rend la situation encore plus embarrassante en affirmant qu'il a beaucoup voyagé et vu beaucoup de gens, mais qu'elle reste la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Voyant qu'il n'arrête jamais de lui faire des compliments exagérés, Yulichia l'attrape par le col et lui dit d'arrêter. Elle lui explique également qu'elle est aventurière depuis l'âge de 10 ans et qu'elle n'est donc pas aussi belle. Le soir même, ils se rendent à la tente pour dormir. Yulichia surveille Kurt pour voir s'il serait du genre à l'attaquer, mais lorsqu'elle lui confirme qu'il ne fera rien, elle ferme les yeux et s'endort plus paisiblement. Le lendemain matin, à son réveil, Yulichia voit Kurt dormir dehors, ses vêtements rangés. Comprenant que c'est lui qui est responsable, elle le remercie de sa gentillesse. Elle décide alors de commencer à exploiter une mine dans les environs, mais apprenant qu'elle compte creuser au hasard, Kurt l'interrompt et se met à la recherche d'endroits plus propices à la découverte de minéraux. Ce faisant, il trouve une roche et, en la cassant, Kurt découvre un minerai cristallin. Yulichia est stupéfaite. Avec ce seul minerai, ils ont déjà atteint un tiers de leur objectif. Après avoir brisé les autres roches alentour, Kurt extrait une quantité importante de cristaux. Yulichia suggère alors de les vendre. Cependant, Kurt lui informe que les petits cristaux ne peuvent être vendus et décide de les transformer en cristaux magiques. Et après avoir dit au revoir, Kurt reste dans la forêt et Yulichia se rend dans une guilde pour vendre les cristaux magiques. Et quand on lui a demandé par qui alors qu'elle aurait fabriqué ces cristaux magiques, elle montre simplement un blason au garde, prouvant qu'elle travaille pour la famille royale. Voyant cela, le garde s'excuse et l'autorise à vendre les cristaux magiques. Yulichia demande alors à utiliser leur pierre de téléportation pour retourner plus rapidement à la capitale royale. En se rendant dans la boutique d'une amie, Yulichia tente de vendre l'un des cristaux magiques produits par Kurt. Soudain, son amie estime le cristal à 10 pièces d'or, laissant Yulichia stupéfaite. Elle vend alors les autres cristaux magiques de Kurt, obtenant un total de 500 pièces d'or. L'ami de Yulichia lui demande alors de ne jamais vendre ses cristaux ailleurs. Après tout, aucun autre magasin ne comprendra la véritable valeur de ces cristaux magiques, hormis le fait qu'ils ne seront utilisés à aucune fin importante. En plus de cette question, son ami demande également à Yulichia de lui dire qui a produit ce cristal magique. Mais face à cette requête, Yulichia refuse d'y accéder immédiatement. Elle a besoin de l'autorisation de cet homme pour lui révéler son identité. La jeune fille lui répond alors qu'elle lui donne un ordre. Étant magicienne de la cour royale, elle a donc le même statut qu'un comte honoraire. Face à ce chantage, Yulichia affirme qu'elle ne sert plus la famille royale et n'est donc plus tenue d'obéir aux règles de qui que ce soit. Sur ce, la jeune fille descend de l'Olympe et en tant qu'amie de Yulichia, lui propose de diriger un laboratoire royal de recherche sur les technologies magiques où il agira en tant que baron honoraire. Face à cette proposition bien plus convaincante, Yulichia accepte et se rend ensuite à l'entreprise Halo pour en apprendre davantage sur Kurt. Après avoir eu accès aux informations confidentielles du garçon, Yulichia décide de quitter les lieux. Avant cela, elle donne 499 pièces d'or à l'employé local et lui demande de remettre tout cet argent à Kurt dès qu'elle le verra. De plus, elle donne un ordre direct de la famille royale à l'employé de l'entreprise, lui interdisant de divulguer des informations sur Kurt qui ne lui sont pas destinées. Pour couronner le tout, à son retour dans la forêt, le garçon a simplement construit une maison en bois pendant son absence.
et pendant le combat, Golnova désespère et envoie Marlefils soigne rapidement ses blessures, mais elle informe que ses forces s'épuisent déjà. Golnova se tourne alors vers le nouveau venu et lui demande d'essayer d'attaquer avec la magie du feu, mais le garçon affirme savoir comment faire et lui ordonne de faire demi-tour. Pendant ce temps, Bandana, debout de loin, observe le combat et constate que le groupe est déjà en ruine. De retour auprès de Kurt, il apprend qu'il dirigera un laboratoire royal de recherche sur les technologies magiques. Il lui demande alors pourquoi une telle mission lui est tombée dessus. Yurishia l'informe alors que la personne chargée d'analyser ces cristaux magiques est magicienne à la cour royale pour le plaisir, et que, occupant ce poste important, elle a décidé de le faire pour lui. Mais, après avoir entendu une information aussi surprenante, Kurt demande si cette jeune fille ne ment pas. Yurishia lui assure qu'elle est bien aussi importante qu'elle le prétend. Malgré cela, Kurt refuse l'offre, car il ne s'imagine pas occuper un poste qui le place au-dessus des autres. Après tout, il regrette toujours ses piètres performances au sein du groupe des Crocs du Dragon Ardent. De plus, Kurt lui rappelle que son travail actuel est là-bas. Cela dit, il lui demande si l'argent qu'elle a gagné grâce aux cristaux lui a permis de payer ses impôts. Yurishia répond que oui. Cependant, elle n'a pris qu'une petite partie de l'or reçu pour les cristaux magiques. Après tout, c'est lui qui les a créés. Yurishia l'informe donc qu'elle a déposé le reste de l'or sur son compte. Kurt répond alors qu'elle n'avait pas besoin de se donner la peine de faire tout cela pour lui. Cependant, elle s'oppose à ses dires et lui fait comprendre qu'elle n'accepterait jamais de prendre une telle quantité d'or pour un travail aussi trivial. L'entendant parler comme si elle avait affaire à une grosse somme d'argent, Kurt est perplexe, et Yurishia décide de changer de sujet et lui demande s'il souhaite continuer à miner. À ce moment-là, Kurt s'enthousiasme à nouveau et lui annonce qu'il a trouvé un endroit dans la forêt qui semble receler de bons minéraux. Voyant qu'il est prêt à continuer le travail sans même avoir dormi, Yurishia l'interroge, mais Kurt affirme qu'il a déjà dormi 6 heures, ce qui lui suffit amplement pour continuer la journée. Dès qu'elle entend cela, Yurishia s'inquiète encore plus, car le garçon a à peine dormi. Quant à lui, Kurt se souvient qu'il ne dormait que 4 heures lorsqu'il était dans le groupe des Crocs du Dragon Flamboyant. Il se sent alors coupable et promet de rattraper son sommeil supplémentaire. Enfin, lorsqu'ils arrivent à l'endroit indiqué par Kurt, il décide de la laisser creuser seule. Kurt retourne à l'endroit où ils ont trouvé les diamants l'autre jour et laisse cette zone fertile à Yurishia pour qu'elle l'explore seule. À la tombée de la nuit, après avoir creusé un trou géant dans la zone, Yurishia trouve un morceau de topaze géant et en déduit qu'elle pourrait en tirer environ 3 pièces d'or si elle demandait à Kurt de le transformer gratuitement en cristaux magiques. Mais peu après cette pensée quelque peu opportuniste, Yurishia réalise qu'elle exploiterait trop le garçon en lui demandant autant. Et lorsqu'elle se rend auprès de Kurt pour voir le résultat de son extraction, sa peur est encore plus grande lorsqu'elle découvre qu'il contient une boîte géante de mithril. Et, remarquant son air étonné, Kurt explique que ce minerai est très facile à trouver dans son ancien village, et que c'est pourquoi le village les jetait toujours dès qu'ils en trouvaient, car ils n'ont pas beaucoup de valeur là-bas. Et quant à Yurishia, elle dit que le mithril est en fait un minerai beaucoup plus précieux que l'or ou le platine lui-même. Elle est donc étonnée de voir qu'il y a un endroit au monde où il y a tellement de ce minéral qui le jette, considérant que le mithril est très difficile à trouver dans le monde entier. Tandis qu'elle rassemble ces détails dans sa tête, Yurishia demande quel minerai elle recherche, autre que du mithril. Kurt répond qu'il s'agit en réalité d'oricalque, le minerai légendaire connu sous le nom de métal des dieux. Voyant l'un de ces mineurs dans sa main, Yurishia est perplexe, car elle ignorait l'existence d'un tel minerai dans cette montagne. Kurt affirme alors qu'il est possible de l'extraire n'importe où. Cependant, Yurishia s'y oppose, persuadé qu'il est impossible de trouver de l'oricalque aussi facilement. Kurt explique qu'en creusant 7 km dans le sol, il devient de plus en plus facile de trouver ce minerai. En entendant cela, Yurishia se souvient qu'il n'était là que depuis une demi-journée. Elle est donc surprise de voir qu'il a réussi à creuser 7 km en si peu de temps et à remonter à la surface. Mais peu après, elle se souvient qu'il s'agit de Kurt et que pour lui, presque rien n'est impossible. Elle lui demande où est le trou de 7 km qu'il a creusé, mais Kurt lui répond qu'il l'a déjà comblé en seulement 8 heures. Soudain, le soleil se met à briller d'une autre direction. Yurishia regarde sur le côté et remarque qu'il a traversé la montagne, créant un tunnel reliant Samaela à la ville de Tekon. De retour de la mine, Kurt rencontre Bandana, qui lui apprend qu'elle ne fait plus partie des Crocs du Dragon Flamboyant. Elle se souvient du jour où Golnova a quitté un restaurant et a tout cassé, provoquant un énorme émoi parce qu'elle n'aimait pas la nourriture. Et comme Kurt lui manquait, il demanda à Bandana de le ramener, même de force. Bandana prit alors la pierre de téléportation de Golnova, affirmant qu'elle en aurait besoin. Cependant, elle n'avait plus l'intention de rejoindre le groupe, surtout après avoir vu Golnova acculé par les gardes qui pourraient bien l'arrêter pour la confusion qu'il avait semée au restaurant. En apprenant que Bandana a également été renvoyé, Kurt réalise qu'il n'y a aucune chance qu'il revienne un jour dans le groupe. Mais Bandana lui demande alors pourquoi il tient tant à ce groupe. Kurt lui rappelle alors qu'il est très reconnaissant envers Golnova de l'avoir accueilli. Bandana se souvient alors qu'une amie qui possède un studio a besoin d'employés, alors elle suggère à Kurt de l'aider. Et même s'il ne se croit pas très utile, Kurt décide d'y aller. Quant à Bandana, elle se tient en retrait, un sourire malicieux aux lèvres, et dit qu'être l'apprenti
l'apprenti de la grande sage ne sera pas une tâche facile pour lui. Elle explique ensuite que les ateliers sont des installations qui produisent et vendent principalement des médicaments, des épées magiques, des appareils magiques, entre autres. Quant au chef d'atelier, il est connu sous le nom de maître d'atelier, et bénéficie donc d'une autorité particulière concernant le développement et la distribution des articles. De plus, ces ateliers sont respectés et traités comme des vicomtes, en raison de leur importance capitale pour la nation. Et, revenant à Kurt, il se dirige vers l'atelier avec enthousiasme. Après tout, il ignorait l'existence d'un maître d'atelier dans cette ville. Dès son arrivée, il consulte la carte et se demande s'il est au bon endroit, car il semble que ce soit la maison d'une personne ordinaire. Kurt jette alors un coup d'œil à une pancarte à côté et voit le nom Atelier d'Ophélie, ce qui confirme qu'il est au bon endroit. Dès qu'il sonne, Kurt est accueilli par une très jeune fille, qui le pousse à se demander s'il s'agit bien de la maîtresse de l'atelier. Et quant à elle, la fille en déduit qu'il vient de bien que Kurt ne connaisse pas les elfes. Il se demande si la maîtresse de l'atelier est bien elle. La jeune fille se présente alors sous le nom de Michelle Lalakota et explique plus précisément son rôle, précisant qu'elle n'est en réalité que l'assistante de la maîtresse de l'atelier. Kurt l'informe alors qu'il est là sur recommandation pour aider l'atelier. Michelle, ravie de découvrir qu'ils auront enfin de l'aide pour les tâches ménagères, l'entraîne dans la maison. Dès qu'il sent l'odeur, Kurt lui couvre immédiatement le nez. Michelle s'excuse alors et lui dit qu'il va falloir commencer par nettoyer le bureau. Voyant cela, Kurt comprend immédiatement que l'aide dont ils ont besoin concerne les tâches ménagères et non le studio, car après tout, l'endroit est vraiment en mauvais état. Quant à Michelle, elle s'excuse d'avoir laissé la maison dans cet état et dit qu'elle n'est pas très douée pour le ménage. Après s'être retrouvée seule avec ce désordre, Kurt se met au ménage et termine sa journée de travail en seulement 30 minutes. Après cela, il se demande quelle nouvelle tâche il devrait accomplir. Il se rend donc dans une chambre qu'il pense être celle de Michelle. Lorsqu'une voix l'autorise à entrer, Kurt ouvre la porte et se retrouve face à une autre fille qui se changeait à ce moment-là. Elle lui demande alors qui il est, et Kurt se présente et dit qu'il a commencé à travailler là-bas. La jeune fille lui dit alors que l'atelier Ophélia est allé au sous-sol. Kurt commence alors à regarder le symbole sur le ventre de la jeune fille, et comprend vite qu'il s'agit d'une malédiction. Il demande alors à la toucher, et lorsqu'il le fait, Kurt réalise que la jeune fille ne ressent aucune douleur lorsqu'on la touche directement sur le symbole sur son ventre. Il en déduit qu'elle s'est déjà habituée à la douleur d'essayer de le ressentir. Soudain, au beau milieu de l'interaction, son estomac gargouille, et Kurt décide de lui apporter quelque chose à manger. Pendant ce temps, Eurychia apporte le mithril à Mimiko pour qu'il l'évalue et découvre que tout ce minerai équivaut à 50 000 pièces d'or. En entendant cela, Eurychia commence à s'inquiéter pour la sécurité de Kurt, car s'il découvre sa capacité à localiser des minerais précieux, il pourrait subir un grave préjudice. Mimiko l'informe alors qu'au mieux, il sera kidnappé, mais qu'il pourrait même être tué. Cela dit, Mimiko se demande comment un garçon de son calibre a pu rester caché aussi longtemps. Eurychia lui répond alors avoir appris son renvoi du groupe des Crocs du Dragon Ardent. En entendant cela, Mimiko se souvient que le chef de ce groupe est désormais recherché. Poursuivant la conversation, Mimiko lui demande ce qu'elle compte faire de Kurt. Eurychia répond alors qu'elle souhaite le nommer maître d'atelier. Après tout, limiter ses actions sera plus sûr que de le laisser se faire remarquer autant. Cependant, Eurychia ne sait toujours pas comment le convaincre de suivre cette voie. De retour auprès de Kurt, il rencontre enfin Ophélie qui, découvrant sa rencontre avec la fille maudite, lui demande de ne parler d'elle à personne. Lorsqu'il se rend dans la chambre de Lise, Ophélie lui sert le repas de Kurt, mais dès que la fille prend la première cuillerée, elle tombe par terre. Ophélie en déduit que la nourriture a été empoisonnée par Kurt et cherche immédiatement un antidote. Mais avant qu'elle ne puisse quitter les lieux, Lise l'interrompt, se levant aussitôt et lui annonçant qu'elle est enfin guérie. Ophélie examine alors le ventre de la fille et constate que le symbole de la malédiction a disparu. Pendant ce temps, un homme mystérieux se rend chez son supérieur pour se lamenter que la malédiction a été levée. L'homme devant le serviteur se plaint alors que Lise doit être tuée de toute urgence. De retour auprès d'Ophélie, elle accompagne Lise chez Eurychia et Mimiko. À la vue de la jeune fille, ils reconnaissent Lise comme la troisième princesse et ne comprennent pas la présence d'un personnage important. Lise annonce alors son intention de découvrir l'identité du coupable et affirme n'avoir été sauvée que grâce à un garçon nommé Kurt. En entendant cela, Eurychia et Mimiko sont immédiatement stupéfaits par l'exploit du garçon, qui ignore totalement ce qu'il fait. Et en entendant que la bouillie préparée par Kurt était capable de détruire le après la malédiction lancée sur la princesse, Eurychia est stupéfaite et se demande si le garçon a accompli d'autres exploits depuis leur séparation. Quant au coupable de l'empoisonnement de la princesse, Mimiko en déduit qu'il s'agit d'un mage doté de relations importantes, ce qui lui permet de falsifier les protections du palais royal. Fort de ces éléments, Mimiko identifie 3 suspects, dont Sanova Riskatz, le premier général des forces expéditionnaires royales. Le deuxième suspect est Tristan Menolf, l'évêque de l'église polonaise, et le troisième, Isadora Arkmama, la troisième reine de sa majesté royale. Après avoir dit tout cela, Ophélie informe tout le monde que Tristan aurait pu utiliser ses disciples pour altérer les protections de la chambre de Lise. De plus, la princesse rappelle que Tristan a libre accès au palais royal
cristal et qu'elle est donc l'une des personnes susceptibles de l'avoir maudite. Cependant, Lise se demande si Sanova aurait également cet accès. Eurychia l'informe que Sanova a également des liens avec la guilde des voleurs, experts dans le recueil d'informations, et qu'il pourrait donc avoir des membres de leur équipe à l'intérieur du palais royal. Et comme ils ont de nombreux suspects, Ophélie dit qu'ils auront du mal à identifier le coupable avec précision, du moins pour l'instant. Cela dit, elle suggère de tendre un piège pour trouver le véritable coupable. Puis Ophélie rappelle à tous que Lise a déjà 15 ans, ce qui fait d'elle une adulte dans ce royaume. Or, selon la coutume du royaume, elle doit quitter le palais pour s'entraîner pendant un an. Ophélie suggère donc de créer un atelier fictif avec un maître d'atelier de façade et d'y laisser Lise s'entraîner pendant cette année. Ce faisant, Ophélie pense que le coupable cherchera certainement à recueillir des informations sur le maître d'atelier et qu'à mesure qu'il cherchera à en savoir plus sur lui, il profitera de chaque démarche du suspect pour en apprendre davantage sur lui. Mais avant de mettre le plan à exécution, Ophélie annonce qu'elles devront préparer un exploit pour que le maître d'atelier fictif soit reconnu comme tel. Eurychia laisse alors un cristal magique exposé dans sa main, affirmant que c'est largement suffisant pour faire croire à un véritable maître d'atelier. En examinant le cristal, Ophélie est impressionnée par la qualité du produit et demande où elle s'est procuré un tel cristal. Eurychia surprend encore plus les filles en révélant que Kurt est à l'origine de la création de ce cristal. Pendant ce temps, Kurt se rend à l'atelier des elfes, mais la porte est fermée. Michel s'approche alors de lui et lui explique qu'après avoir vu Kurt la veille, son maître est simplement parti quelque part, sans préciser où il allait. En quittant les lieux, Kurt se retrouve sans nouvelle tâche à accomplir et se demande s'il a fait une erreur. Mais, entendant son estomac gargouiller, Kurt décide de laisser cette question de côté pour le moment et d'aller simplement acheter quelque chose à manger. Déjà au restaurant, il entend un groupe d'aventuriers se disputer. Leur porteur est blessé et ne peut participer temporairement aux missions. Sur ce, la jeune fille suggère qu'ils travaillent seuls tous les trois. Cependant, un autre membre du groupe lui rappelle qu'ils seront sans défense face aux attaques ennemies pendant qu'ils porteront la charge. Cependant, la jeune fille maintient son idée et affirme qu'ils n'ont pas le temps de chercher un nouveau porteur pour le moment. En entendant cela, Kurt décide d'approcher le groupe et de proposer son aide. Il affirme que, même s'il est très mauvais au combat, il est au moins excellent comme porteur. Mais dès qu'elle le voit, la jeune fille commence à le mépriser, le considérant comme un enfant. Cependant, l'autre membre du groupe la réprimande, affirmant qu'ils ont le même âge. À ce moment-là, le frère de la fille s'excuse auprès de Kurt pour son impolitesse. Il lui répond que le métier de porteur n'est pas simple du tout, et que, dans leur cas, la situation est encore pire. Ils devront transporter des golems de fer de plus de 200 kg, ce qui nécessite des compétences spécialisées. Cela dit, il le congédie et suggère à Kurt de travailler avec un autre groupe d'aventuriers. Cependant, apprenant que la charge ne pèse que 200 kg, Kurt affirme pouvoir la porter facilement. Pour prouver sa véracité, Kurt soulève les deux hommes du groupe qui, outre leur poids naturel, portent également une armure très lourde, pesant ainsi plus de 200 kg. Voyant que le garçon est un excellent porteur, le groupe décide de partir en mission aux côtés de Kurt. En chemin, Sakura, l'un des membres du groupe, se présente comme Kan, un guerrier costaud. Bien qu'il porte une épée, Kan affirme que c'est surtout pour décorer, car après tout, sa spécialité est de vaincre ses adversaires. Quant à l'autre membre du groupe, il se présente comme Dando, un samouraï et chef du groupe. Enfin, la jeune fille se présente comme Sina, une ranger. Alors qu'ils avançaient un peu, Kurt finit par avoir besoin de l'aide de Sina pour se débarrasser d'un slim. Et contrairement à ce qu'il pensait, Kurt reçoit le soutien du groupe au lieu de leur colère. Il voit ainsi la différence entre ce groupe et son ancien groupe, où la moindre erreur était source de bagarres et d'humiliation. Kurt se met alors à pleurer d'émotion, faisant croire à Sina qu'il a été blessé lors du combat contre le slim. En continuant leur chemin à travers une grotte, Kurt et les autres croisent un gobelin, mais Danzo achève l'ennemi d'une seule attaque. Cependant, peu après, ils entendent les cris désespérés des autres gobelins, qui semblent résonner de toutes parts, suggérant que la horde est plus nombreuse qu'ils ne l'imaginaient. Kan remarque alors que l'entrée semble également infesté de gobelins. Sina demande alors ce qu'ils doivent faire, et Danzo répond froidement qu'ils doivent se préparer au combat difficile qui les attend. En entendant cela, Sina commence déjà à désespérer, car ils n'auront aucune chance face à tous ces gobelins. Kurt, quant à lui, trouve un passage secret dans l'un des murs et entre précipitamment. Sina fait de même, mais ferme la porte, laissant Danzo et Kan dehors. Kan explique alors à Kurt que trouver une issue face aux gobelins n'est pas chose facile. Il envoie donc Kurt en avant tandis qu'il reste en arrière pour combattre. Mais en entendant cela, Kurt refuse de s'enfuir et les laisse combattre seul. Il demande plutôt à se battre à leur côté. Sina lui rappelle alors qu'il est incapable de vaincre un slim, et qu'il ne ferait donc que les gêner dans le combat contre les gobelins. Kan, après avoir entendu cette dispute, leur ordonne d'arrêter le combat. Danzo, quant à lui, demande à Kan s'il regrette de s'être sacrifié pour sauver Sina. Kan lui répond qu'il le regretterait toujours, car mourir pour protéger sa sœur est le plus grand honneur qu'un frère aîné puisse recevoir. Danzo le comprend, car mourir sans honte est la plus grande fierté d'un guerrier. Kan lui rappelle également qu'il n'y a pas de regret lorsqu'on se bat pour assurer la survie de ses amis. En entendant Kan le traiter comme un ami, Kurt est ému, mais aussi triste, car il ne peut rien faire pour les aider. Sina le rassure en lui disant que son frère et Danzo survivront aux gobelins. Elle illumine ensuite la pièce et appelle Kurt, mais à peine a-t-elle fait quelques pas vers la sortie que Sina est surprise par un golem de fer et tombe au sol sans
sans réagir. Pendant ce temps, Eurychia et Lise se rendent à l'auberge où Kurt devrait se trouver, mais lorsqu'elles arrivent à sa chambre et ne le trouvent pas, ils ne comprennent rien, jusqu'à ce que soudain, Bandana, dehors, disent que Kurt était dans les grottes à l'Enoredela, avec un groupe d'aventuriers nommé Sakura. En entendant cette voix, Eurychia et Lise sortent pour voir qui pourrait être derrière tout ça, mais elles ne trouvent personne d'autre. Eurychia analyse les informations fournies et en déduit qu'il pourrait s'agir d'un piège visant à les attirer dans les grottes potentiellement infestées de gobelins. Mais quelle que soit la véracité de l'information, Eurychia décide d'aller vérifier si Kurt s'y trouve. En entendant cela, Lise demande à l'accompagner. Cependant, Eurychia refuse d'abord de l'emmener dans un endroit aussi dangereux, mais Lise lui rappelle qu'elle la protège et qu'ils ne peuvent donc pas être séparés. De plus, Lise lui assure qu'elle a déjà appris suffisamment de magie pour se défendre. En entendant cela, Eurychia décide de l'emmener, mais demande à Lise de promettre de ne jamais la quitter. Une fois sur place, il trouve Danzo et Kan face à une horde de gobelins et les affronte. Pendant ce temps, Sina, toujours sous le choc du golem de fer, s'excuse auprès de Kurt de l'avoir entraîné dans cette mission dangereuse avec son équipe. De plus, Sina se sent coupable que Kan et Danzo aient risqué leur vie pour gagner du temps, car au final, ils ne pourront rien faire pour sortir vivants de cette grotte. Mais la voyant si effrayée, Kurt la rassure en lui disant qu'il s'occupera des dragons pour qu'ils puissent s'échapper. Kurt élimine alors tous les dragons en une fraction de seconde, laissant Sina complètement sous le choc. Cependant, Kurt l'informe qu'il est déjà habitué à extraire des golems de fer. Soudain, Eurychia et Lise entrent dans la pièce et se demandent ce qui s'y passe. Sina informe alors que Kurt a achevé les dragons golems d'un seul coup, parlant même de minage. En suivant Kurt, Eurychia le rassure au sujet de Danzo et Kan, affirmant qu'ils sont vivants et que, bien que blessés, leurs vies ne sont plus en danger. Alors qu'ils se dirigent vers les autres membres de l'équipe, Eurychia entend Danzo et Kan la remercier, qui reconnaissent l'aide précieuse qu'elle leur a apportée. Cependant, Eurychia affirme n'avoir rien fait de mal, et au lieu d'en discuter, se concentre sur l'atelier qu'ils sont sur le point de créer. Elle annonce qu'elle y travaillera comme aventurière en chef. Elle demande donc à Kurt de travailler à ses côtés. Bien que l'offre soit intéressante, Kurt hésite à l'accepter, car il travaille actuellement avec le groupe Sakura. Kan lui suggère cependant d'accepter l'offre, et lui dit de ne pas s'inquiéter pour le groupe Sakura. Eurychia, quant à elle, affirme que l'atelier aura besoin de main-d'œuvre aventurière, puisqu'il vient d'ouvrir. Elle demande donc au groupe Sakura de travailler également à l'atelier. Le lendemain, Mimiko est convoquée pour tester les compétences de Kurt, et à la fin, elle atteste qu'il a un rang SSS dans tous les domaines. Cependant, elle le trompe, en disant qu'il n'est qu'un rang B standard. Mais à la fin, Mimiko révèle à Eurychia que le garçon a un pouvoir magique latent bien plus grand que le sien. Et précisément pour cette raison, Mimiko dit qu'il a eu de la chance d'avoir été correctement évalué par elle. Après tout, si on découvrait qu'il est un rang SSS, Kurt pourrait avoir de sérieux problèmes. Et quant à la réceptionniste locale, elle finit par entendre toute la conversation, mais se bouche les oreilles, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Et pendant le voyage, Kurt est étonné de la vitesse qu'en a Eurychia. Elle commente un peu plus la ville frontalière où ils se rendent, précisant que cet endroit était autrefois une base militaire à la frontière du pays des démons. Poursuivant son explication, Lise précise que cette ville continue de recevoir l'aide de l'Alliance, même si elle n'a pas de vice-roi désigné. Pendant ce temps, Kan change de sujet pour en savoir plus sur le maître d'atelier qu'ils vont visiter, et Eurychia, quelque peu gênée, répond simplement que c'est un maître d'atelier très honorable. Et puis, en s'approchant des remparts de la ville, Kurt se souvient qu'il a travaillé à leur réparation, et se souvenir qu'il a été renvoyé après 3 jours de travail le déprime un peu. Mais lorsqu'il constate que les murs n'ont pas été terminés depuis son départ, Kurt en déduit qu'il les répare différemment. Et lorsqu'ils arrivent à l'espace vide où sera installé leur atelier, tout le monde est stupéfait par la taille de l'endroit. Après tout, cela ressemble plus à un terrain abandonné qu'à autre chose. Waouh! Kan demande ce qu'ils devraient faire, et Eurychia répond qu'ils devront attendre à l'auberge que le studio soit enfin terminé. Cela dit, elle se tourne vers Kurt et lui demande s'il est capable de construire le studio seul. À cette question, tout le monde est effrayé à l'idée que le garçon puisse faire tout cela seul. Et Kurt, lui, répond qu'il sera impossible de faire tout ça en une seule journée. En fait, il peut tout terminer en 3 jours. Alors Eurychia le laisse construire le studio dans le temps qu'il veut, même si cela prend plus de temps que prévu, et elle est également disposée à fournir plus de matériaux s'il en a besoin. Kurt note donc les éléments les plus importants sur un morceau de papier et le lui donne. Après avoir reçu la demande de matériaux de Kurt, Eurychia convoque tout le monde à l'auberge, car il faut maintenant laisser Kurt travailler plus confortablement sur le projet. À un autre moment, Eurychia rencontre tous les aventuriers. Sina leur révèle alors que ces golems dragons de fer ont été vaincus par Kurt seul, car il avait affirmé être habitué à extraire ce type de monstre. Après avoir dit tout cela, Sin demande qui est exactement ce garçon. Eurychia décide alors de commencer par parler d'elle et de Lise. Dans ce cas, Eurychia dit qu'elle était une aventurière au service direct de la famille royale, tandis que Lise se présente comme la 3e princesse du royaume. En entendant cela, Kan se lève aussitôt, l'air étonné. Quant à Lise, elle informe qu'elle cache actuellement sa véritable identité et recommande donc à tous de l'appeler Lise afin de ne pas éveiller les soupçons. En entendant tout cela,
Sina demande si Kurt est lui aussi un membre de la famille royale, vu son talent. Yurishia répond qu'en réalité, il n'est pas de la famille royale, car ils ignorent qui il est. La seule chose qu'ils savent, c'est que ses compétences au combat sont toutes de rangée, tandis que toutes celles qui ne sont pas liées au combat sont de rang SSS. Et bien qu'il soit une rareté, Yurishia dit que Kurt n'a aucune idée de tout ce pouvoir qu'il possède. Après tout, ils lui ont tout caché, et on dit qu'au mieux, Kurt n'est qu'un rang C ou B. Ayant dit tout cela, Yurishia révèle que le nouveau maître d'atelier est Kurt lui-même, mais cela restera également un secret pour lui. Et en entendant cela, Sina demande pourquoi il le trompe. Après tout, il pourrait simplement dire la vérité à Kurt. Cependant, Yurishia dit que même si il apprenait la vérité, Kurt n'en croirait probablement pas un mot. De plus, il n'aurait aucun moyen de savoir quels individus mal intentionnés pourraient tenter d'exploiter les pouvoirs de Kurt si cela était révélé. En entendant cela, Sina devient encore plus irritée, car elle en déduit que Yurishia essaie de protéger Kurt pour pouvoir l'exploiter. À ce moment-là, Quand intervient au milieu de la discussion pour tenter de contrôler sa sœur. Cependant, Sina affirme qu'elle n'a pas besoin d'entendre ce qu'ils ont à dire de plus. Après tout, Sina comprend déjà tout ce qui se passe. Quand serre alors la jeune fille dans ses bras, dans l'espoir de la calmer un peu plus. Puis, Lise poursuit ce que Yurishia disait et affirme que Kurt a réussi à briser la malédiction qui pesait sur elle en préparant simplement du porridge maison. Yurishia informe alors tout le monde qu'une personne poursuit Lise et qu'à cause de cela, ils ont dû se réfugier dans cette ville frontalière pour construire le nouveau studio, afin que le suspect se révèle tôt ou tard. Quant à Kurt, Yurishia affirme que sa pureté la pousse à vouloir le protéger face au chaos qui les entoure. Cela dit, Lise demande à tout le monde de garder le secret de Kurt afin de pouvoir le protéger ensemble. Danzo accepte alors immédiatement de suivre les ordres de la princesse. Après tout, les aventuriers ont le devoir de suivre les ordres de la royauté. De plus, Danzo affirme être prêt à soutenir Kurt, même s'il doit le tromper pour y parvenir. Après tout, ils sont déjà amis. Quand en fait autant, car il n'a besoin d'aucune raison particulière pour soutenir ses amis et compagnons. Quant à Sina, elle montre qu'elle n'est pas prête à mettre ce plan à exécution. Après tout, ils ne connaissent Kurt que depuis quelques jours, et elle ne pense donc pas qu'il devrait lui jurer une telle loyauté dès maintenant. En entendant cela, Yurishia dit la comprendre, car après tout, elle ne connaît Kurt que depuis 6 jours. Sina change alors d'avis et demande un peu de temps pour réfléchir. Remarquant les agissements quelque peu suspects de sa sœur, quand va voir Yurishia et la rassure, lui disant que Sina s'habituera bientôt à la situation et les soutiendra. Pendant ce temps, Sina marche dans les rues, souffrant de tout ce qu'elle vient d'entendre, et convaincue que Kurt devrait également être au courant de tout ce qui se passe. Elle va ensuite parler au garçon, et est surprise de constater que Kurt a déjà construit une bonne partie de l'atelier. Dès qu'il la voit, Kurt va voir la fille et lui dit qu'il n'a pas encore terminé l'atelier. De son côté, Sina est surprise qu'il ait creusé tout cela en si peu de temps. Kurt explique alors qu'il a un rang B en exploitation minière, alors qu'il est en réalité un rang SSS. Mais il pense que ce rang suffit à le rendre si agile. En entendant cela, Sina meurt intérieurement et se dit à voix haute qu'un joueur de rang B ne serait jamais aussi performant en exploitation minière. Et même si Kurt l'impressionne, il pense que ce n'est pas aussi surprenant qu'on le pense, car il pense qu'il devrait être encore plus rapide. Et voilà, Sina décide d'aborder un sujet plus franc avec lui et lui demande s'il n'est pas contrarié de se voir imposer tout ce travail. Kurt, de son côté, affirme qu'il ne se sent pas sous pression, car il veut se rattraper de son incapacité à jouer dans son ancien groupe. Pendant ce temps, Danzo rencontre Bandana, qui l'informe qu'un groupe appelé Milphas tente de détruire le groupe Sakura à la demande d'un autre groupe anonyme, qui à son tour veut la tête de Sakura pour avoir pris un travail qui leur appartenait. Et à cause de ce ressentiment absurde, ils veulent mettre fin au groupe Sakura. Après avoir entendu tous les détails transmis par Bandana, Danzo se rend dans un bar où il rencontre Bibinok, l'un des membres du groupe aux 1000 visages. Dès qu'il est découvert, le type prend la fuite pour échapper à Danzo, mais il finit par être rattrapé. Danzo lui ordonne alors de rester loin de ses amis, mais le laisse en vie. Quant à Bandana, elle reste cachée, observant les actions de Danzo et affirme qu'il aurait dû achever la cible avant de devenir un problème à l'avenir. Soudain, Bandana remarque la présence de Marlefils, et comme on lui a conseillé de rester loin de cette personne, elle décide de partir pour la ville natale de Kurt. Et voilà, 3 jours plus tard, tout le monde se rend au studio et est surpris de voir l'endroit luxueux que Kurt a réussi à construire en si peu de temps. Quant au garçon, il emmène tout le monde visiter l'intérieur du manoir, et à la fin, demande à Yurishia quand l'atelier Mester arrivera. Elle change de sujet et explique qu'il est apparemment très en retard, ce qui explique son arrivée retardée. Après avoir découvert que Kurt dormirait dans une partie peu noble du manoir, tout le monde lui demande de dormir dans une des chambres. Cependant, il faudra 2 heures pour le convaincre, et on lui demande de rester dans cette chambre jusqu'à l'arrivée de l'atelier Mester. Il accepte ensuite de dormir dans la chambre en tant que gardien, mais précise qu'il partira dès l'arrivée du maître d'atelier. Yurishia, quant à elle, lui demande s'il pourrait placer une barrière anti-malédiction autour du manoir. À cette demande, Kurt répond que c'est un peu difficile à réaliser, et Yurishia précise qu'elle devra utiliser les talismans anti-malédiction reçus de Mimiko. Alors qu'elle distribuait les talismans dans la maison, elle arriva dans la chambre de Lise, la pièce la plus importante à protéger. Soudain, Lise sortit en criant le nom de Kurt et en disant qu'elle l'attendait. En entendant cela, Yurishia lui demanda ce qu'elle attendait exactement.
sérieusement. Elise répondit qu'elle était prête à prendre le garçon dans son lit. Et lorsqu'elle la remarque en train de dire toutes ces obscénités, Eurychia est choquée et se met à parler fort. Lise lui demande alors de se contrôler un peu pour éviter de réveiller les autres. Au cours de la conversation, Lise taquine Eurychia, devinant qu'elle est jalouse à l'idée que Kurt puisse aller dans sa chambre. Cependant, Eurychia se contente de lui dire de traiter Kurt comme le garçon pur et innocent qu'il est. Eh bien, le lendemain, Lise va voir Kurt avec des vêtements plus légers, ce qui laisse Eurychia à nouveau sous le choc. Elle demande alors à la princesse d'arrêter de porter des vêtements aussi insolents. Quant à Kurt, il dit qu'il a lui aussi trouvé ses vêtements étranges au début, mais qu'il a fini par les ignorer après que Lise lui a dit que c'était ses vêtements décontractés. Et après que tout le monde se soit assis pour manger, Eurychia remarque que Kurt a disparu, puis le poursuit et découvre que le garçon effaçait les symboles des talismans anti-malédiction qu'elle avait placés sur les murs, car il croit que ces choses ne sont que d'étranges gribouillis. Et quand il appelle Marle-Fils pour parler, le Nispo Tristan décide de l'excommunier, prétextant que le groupe auquel elle appartenait, les Crocs du Graal Ardent, en plus de se montrer violent envers les gens, est dirigé par un homme recherché. Mais en apprenant cela, Marle-Fils décide de détourner l'attention, affirmant qu'elle n'a jamais participé à de telles pratiques de la part de son groupe. Et bien qu'elle ait bel et bien attaqué un restaurant de la capitale royale avec sa magie de foudre, Marle-Fils justifie ses propos en affirmant que la nourriture servie était pire que de la pâtée de porc. En entendant toutes ces excuses, Tristan lui ordonne de se taire, affirmant que la mauvaise réputation qu'elle s'est forgée ternira aussi celle de l'église de Polan. Mais malgré ses reproches, Tristan reconnaît ses grands dons magiques. Il lui propose donc de rendre un service à l'église. En échange, elle sera pardonnée de ses péchés les plus insignifiants et obtiendra le titre de prêtresse. Cela dit, l'évêque lui offre un verre de vin, faisant croire à Marle-Fils que tout ira bien. Elle lui demande alors quelle mission elle devra accomplir. Tristan change alors d'expression et demande à Marle-Fils de l'aider à assassiner la troisième princesse, Lise. Juste après avoir bu le verre, Marle-Fils apprend par Tristan que le vin qu'elle vient de boire est en réalité empoisonné par une malédiction qui empêche son corps de consommer autre chose que de l'eau. Tristan lui fait donc comprendre qu'elle mourra d'ici un mois si la malédiction persiste, et que pour la lever, elle devra accomplir la mission qui lui a été confiée. Pendant ce temps, Eurychia analyse Lise et constate qu'elle n'a subi aucun changement significatif depuis que Kurt lui a retiré la malédiction, ce qui suggère que l'ennemi n'a probablement pas encore réussi à attaquer Lise. Mais après y avoir réfléchi un peu, Eurychia en déduit que la nourriture de Kurt a peut-être neutralisé les nouvelles malédictions que l'ennemi tentait d'infliger à Lise. Quoi qu'il arrive, Eurychia fait comprendre que Mimiko a déjà établi ses toiles dans la ville, donc si l'ennemi fait quoi que ce soit, il en sera certainement informé. Pendant ce temps, Lise reste calme face au danger et discute avec Kurt des gâteaux de riz qu'il prépare, lui demandant de les lui refaire au cas où elle serait maudite par l'ennemi. En entendant cela, Kurt la remercie pour ses compliments sur sa cuisine, mais la rassure sur les malédictions à venir. Eurychia lui demande alors pourquoi il en est si sûr. Après tout, Kurt lui-même avait dit qu'il serait très difficile de créer une barrière contre les malédictions. Kurt confirme alors les dires de Eurychia et avoue qu'il est incapable de créer des barrières contre les malédictions. Cependant, le manoir qu'il a construit sert déjà de barrière réfléchissante. Il ne peut donc pas en créer une autre, car cela serait inutile. Pendant qu'ils discutent, l'un des hommes envoyés pour maudire Lise tente de la frapper avec son sort, mais sa magie est instantanément repoussée. Et de plus, il se met à briller de nulle part, effet secondaire de son attaque. Pendant ce temps, le général Alred se tient au sommet du château, lorsque soudain, Générique s'approche de lui et déduit que quelque chose ne va pas, car le brouillard dans le château est plus dense que d'habitude. En entendant cela, Alred avoue qu'il ressent lui aussi un mauvais pressentiment. Et quant à Générique, il commente les travaux de réparation du mur auxquels Alred a participé, et dit qu'il ne s'attendait pas à le voir s'occuper de telles choses. Cependant, Alred dit que compte tenu de l'importance de cela en entendant cela, Générique le rassure. Après tout, il n'a détecté aucune personne mal intentionnée dans la ville. De retour auprès de Eurychia et des autres filles, elles suivent le magicien qui a tenté de maudire Lise, guidé par la lumière reflétée par l'ennemi. Arrivé sur place, ils se retrouvent face à face avec l'ennemi déjà mort. Ils en déduisent que ses propres partenaires l'ont tué et ont pris la fuite, précisément pour ne pas être identifiés. Voyant que le sorcier continue de briller après sa mort, Eurychia est impressionnée, car elle n'imaginait pas que Kurt puisse créer un réflecteur de malédiction aussi puissant. De retour au château, Générique et Alred reçoivent la confirmation de leur mauvais pressentiment. Ils sont attaqués par une gigantesque horde de squelettes. Pendant ce temps, Mimimi et les autres filles se cachent aux alentours, et Eurychia en déduit que les squelettes sont juste après Lise, car ils se dirigent vers cette ville. Alred, quant à lui, décide de lancer l'attaque avec l'aide du premier peloton et demande à Générique de se charger de l'évacuation de tous les citoyens. Mais en entendant cela, Générique demande à combattre à leur côté, et explique que les squelettes ne peuvent marcher qu'en ligne droite. Générique affirme donc qu'ils pourront vaincre les ennemis s'ils combattent tous ensemble. Cependant, Alred lui rappelle la possibilité d'un autre type d'ennemi et lui ordonne d'aller protéger le peuple. Soudain, les squelettes disparaissent tandis qu'ils tentent de franchir les murs par l'ouest. Voyant cela, Eurychia se souvient que le mur ouest a été entièrement construit par Kurt, et c'est ce qu'elle comprend. Quant au général Alred, il s'en souvient aussi et en déduit que Kurt est derrière tout cela. Quant à Marle-Fils,
un démon la pousse à poursuivre son chemin en envoyant de nouvelles vagues d'ennemis, la première ayant échoué. Le démon suggère alors d'utiliser son pouvoir magique pour invoquer simultanément les deuxième et troisième vagues. En entendant cela, Mar le fils se demande comment ils vont réussir à faire une telle chose. Le démon lui répond qu'en réalité, l'évêque Tristan a conclu un pacte avec un démon supérieur et l'a mis à son service. Mais lorsqu'il constate qu'elle n'a pas autant d'énergie magique, le démon est légèrement déçu, mais affirme qu'elle peut toujours utiliser son âme comme carburant, ce qui suffira à compenser la différence. En entendant cela, Mar le fils comprend enfin ce qui se passe. Elle a été trompée par l'église, et pendant tout ce temps, Tristan prévoyait déjà de l'utiliser comme sacrifice pour tuer la princesse Lise. Pendant ce temps, Eurychia informe Kurt de la situation dans la ville, encerclée par les monstres. Pire encore, ils ne peuvent appeler à l'aide, les monstres volants empêchant l'arrivée des renforts. Lise s'inquiète alors pour le groupe Sakura, qui n'est pas encore revenu de la chasse aux trolls. Eurychia, quant à elle, se souvient que les monstres arrivent directement des ruines de Lapita, à l'ouest. Les chevaliers ont donc déjà commencé à élaborer une stratégie pour stopper l'attaque ennemie. Cependant, ils doivent agir avec la plus grande prudence, compte tenu du nombre de monstres. En entendant parler des monstres, Lise dit avoir entendu parler de l'attaque des squelettes survenue la nuit dernière. Eurychia confirme la rumeur, mais affirme que les squelettes ont disparu dès qu'ils ont touché le mur, presque comme s'ils étaient purifiés. Et remarquant sa surprise, Kurt affirme que c'est en fait un phénomène courant dans leur village. Soudain, au milieu de la conversation, Eurychia a l'idée de nettoyer les ruines à l'ouest et demande à Lise et Kurt de rester sur place pendant qu'elle s'en occupe. En entendant cela, Kurt refuse d'abord de rester les bras croisés et demande à l'accompagner. Cependant, se rappelant son incapacité à se battre, il décide de rester au manoir pour protéger Lise de tout mal qui pourrait la tourmenter. En se dirigeant vers la salle stratégique des chevaliers, Eurychia est accueillie par le général Alred, surpris de la revoir après si longtemps. Lorsqu'il remarque deux autres filles avec elle, Alred leur demande qui elles sont. Eurychia se présente alors comme la troisième magicienne de la cour royale, et Ophélie comme maître d'atelier. Dès qu'ils entendent parler de la fonction d'Ophélie, Alred et Générique la reconnaissent immédiatement. Après tout, c'est elle qui a formé la troisième princesse, Lise. En parlant de la princesse, Eurychia révèle qu'elle se trouve dans cette ville, et Alred se met alors en route pour envoyer des soldats au service de la princesse. Mais le voyant si agité, Mimiko le rassure en lui disant que son équipe de renseignement veille déjà à la sécurité de la princesse. Après ce bref dialogue introductif, Eurychia va droit au but et lui demande, ainsi qu'à ses hommes, de servir d'appât pour attirer l'attention des monstres, car en attendant, elle se rendra dans les ruines à l'ouest pour éliminer la source de ces monstres. En entendant cela, Alred affirme qu'elle ne pourra pas accomplir une telle tâche seule. Mimiko lui demande cependant de rester calme. Après tout, il possède une arme secrète qui les aidera pendant la mission. Mais en regardant sa main, Alred ne voit qu'un simple cristal magique et ne comprend pas où ils veulent l'utiliser. Ophélie assure alors que l'équipement sera efficace et parvient ainsi à convaincre Alred de leur accorder sa confiance. Cependant, il demande à les accompagner en mission et affirme que Générique dirigera l'escouade de l'heure à sa place. Bien que Générique n'adhère pas immédiatement à cette stratégie, il décide finalement de suivre le plan d'Alred. Alors qu'ils boivent un verre d'eau avant de se dire au revoir, Générique, plein de confiance, annonce que ce sera le verre à plus tard, car il leur garantit qu'ils seront tous les deux en vie à la fin de la mission. Et voilà, lorsqu'ils atteignent la première vague de squelettes, Eurychia sort un cristal magique de son sac et le lance vers les ennemis, provoquant un puissant éclair dans la zone. Dès que l'éclair s'estompe, les squelettes disparaissent avec la lumière. Pendant ce temps, Kurt décide de forger une épée, mais à la fin du processus, il est déçu du résultat. Lise va alors le voir pour l'inviter à dîner. Lorsqu'elle le voit brandir une épée sortie de nulle part, elle lui demande s'il est celui qui l'a fabriquée. Kurt accepte et laisse l'épée à Lise, ne la considérant pas comme un outil très utile. Lorsqu'il la remarque sourire avec ce cadeau peu intéressant, Kurt en déduit qu'elle ne sourit que pour lui faire plaisir, et se demande alors s'il doit continuer à faire semblant d'ignorer ses véritables sentiments. Après avoir réfléchi un peu, il décide d'avouer et demande si quelqu'un essaie de la tuer. Lise confirme et change aussitôt d'expression, car elle a le sentiment de causer des problèmes à Eurychia. Après tout, elle se bat uniquement pour protéger Lise de cet individu qui tente de lui ôter la vie. Quant à Kurt, il se souvient des fois où il a vu des gens griffonner sur les murs de la ville et remarque que les ruines sont l'endroit idéal pour ce genre de personnes. Il en déduit donc que Eurychia s'y rend pour nettoyer les dégâts causés par un gribouilleur agaçant, que Kurt appelle Rabisquet dans son esprit. Puis, il commence à se lamenter de ne pas avoir assez de puissance de combat pour aider Eurychia. En entendant cela, Lise avoue qu'elle partage son sentiment, car elle aimerait bien attraper son harceleur en personne. Kurt, constatant qu'elle partage son sentiment, suggère qu'ils partent seuls aider Eurychia à nettoyer les ruines occidentales. Et tandis qu'il regarde l'épée qu'il a reçue de Kurt, Lise se souvient qu'elle activera un sort dès qu'elle sera sortie de son fourreau, et elle est donc curieuse de savoir quel genre de sort cette épée est capable de lancer. Mais dès qu'elle la sort de son fourreau, Lise remarque que l'épée n'a rien fait et s'en énerve. Quant à Kurt, il crie depuis une autre pièce, annonçant qu'ils vont bientôt partir. Pendant ce temps, Eurychia et les autres continuent d'affronter les monstres dans la forêt. Malgré ces difficultés, Eurychia affirme que la plupart des ennemis ont déjà été vaincus par l'escouade de l'heure de Générique. Après tout, elle a déjà vu d'innombrables explosions dans la forêt,
ce qui indique que Générique et ses hommes sont déjà à court de cristaux magiques. Elle décide donc de se concentrer sur la recherche de l'origine des monstres au plus vite, afin de pouvoir les stopper immédiatement. Mais au milieu du combat, Alred est touché par l'un des monstres. Eurychia s'approche de lui pour tenter de l'aider, mais elle se retrouve encerclée par les monstres, qui commencent à l'attaquer jusqu'à ce qu'il soit interrompu par Khan, qui se rend sur place pour la sauver. Soudain, Sina apparaît, affirmant avoir déjà trouvé l'origine des monstres. Juste à leur arrivée, ils tombent sur un donjon, jusqu'à ce qu'une horde de monstres en sorte et les menace. Sur ce, Khan et Danzo partent à la poursuite des ennemis ensemble, laissant Alred en sécurité pour poursuivre sa mission aux côtés de Eurychia. Pendant ce temps, Marlefils continue de se vider de son énergie et sent qu'elle est sur le point de mourir si elle se laisse ainsi voler son énergie. Quant au démon qui lui fait face, il crée un cristal magique qui révèle tout ce qui se passe à l'extérieur du donjon. Dans ce film, Marlefils voit le groupe de Générique anéantir une horde de monstres après avoir détruit un cristal magique. Le démon, quant à lui, commence à comprendre qu'il a affaire à des gens qui savent vraiment ce qu'ils font, contrairement à ce qu'il imaginait initialement. Mais au lieu de s'inquiéter, le démon s'enthousiasme encore plus, persuadé que c'est l'occasion idéale de tuer l'ennui. Il propose alors lui-même d'accueillir Eurychia et les autres aventuriers. Pendant ce temps, Eurychia et Alred croisent une autre horde de monstres et en déduisent que cette pièce est la source de tous ces monstres. Eurychia jette alors des cristaux magiques au sol, les éliminant instantanément. Ce faisant, elle en déduit qu'elle a déjà éliminé la source des monstres avec cette seule attaque. Mais alors qu'ils poursuivent leur chemin, ils sont surpris par le Seigneur Démon, qui, dans ce cas précis, est à l'origine de tous ces monstres. Eurychia lance alors un cristal magique sur le Seigneur Démon, mais celui-ci parvient à s'échapper et affirme qu'il est capable de rester intact grâce à sa vie infinie. Voyant que le cristal n'a eu aucun effet, Alred tente de l'attaquer avec son épée, mais la blessure guérit rapidement. Le démon l'informe qu'il a observé leur combat jusqu'à présent et les félicite pour leur excellent combat. Mais en même temps, il montre la situation de Générique et des autres qui, contrairement à Eurychia et Alred, n'ont pas été aussi performants au combat. Ils sont désormais tous encerclés et prêts à tout pour protéger la ville et la princesse Lise. Voyant ses amis sous pression, Alred leur assure qu'ils ne se rendront jamais à leurs ennemis, quelles que soient les difficultés rencontrées. Après tout, ils font partie de l'ordre des chevaliers de la frontière. De cela, le Seigneur Démon déduit que seulement il aurait peut-être envoyé moins d'ennemis, car s'il avait envoyé encore plus de monstres, l'ordre aurait pu se rendre au démon. Cela dit, le démon envoie encore plus d'ennemis pour affronter Générique et les autres. Mais avant que les créatures ne puissent atteindre leurs alliés, Alred agit rapidement et décapite le Seigneur Démon. Mais peu après, le démon remet sa tête en place de ses propres mains et déclare qu'il massacrera tous les chevaliers un par un, pour finalement entraîner la princesse Lise hors de la ville, avec l'intention de la déchiqueter sous les yeux de Eurychia et Alred. En entendant toutes ces absurdités, Eurychia est visiblement mal à l'aise et effrayée. Cependant, Alred lui conseille de reprendre ses esprits, car ils doivent se concentrer sur le combat et mettre fin à cette menace au plus vite. Et bien que Eurychia comprenne ce qu'il dit, elle se demande comment vaincre cet être puissant. Après tout, en plus de décapiter le Seigneur Démon, ils lui ont même transpercé le cœur, mais sans succès. Tandis que Eurychia réfléchit à la marche à suivre, le Seigneur Démon rit de son expression désespérée et lui conseille d'abandonner tout espoir et de sombrer dans le désespoir le plus total. Pendant ce temps, Marlefils se sent encore plus faible qu'avant et comprend enfin que sa fin est proche, car, outre son incapacité à effacer le cercle magique, elle est déjà au bout de ses forces. À ce moment-là, elle entend la voix de Kurt et en déduit qu'elle est en train d'halluciner. Cependant, Kurt apparaît réellement et voyant Marlefils dans cet état, il est choqué par la scène. Quant à elle, Marlefils en déduit que Kurt et Lise ont déjà découvert son implication dans le plan d'assassinat de la princesse. Après tout, elle croit qu'il a amené Lise avec lui précisément pour persuader Marlefils d'arrêter avec cette idée. Quant à Lise, elle ne comprend pas ce qui se passe et demande qui est cette femme allongée. Kurt la présente comme une membre du groupe, ce à quoi il est très reconnaissant, même s'il l'en a expulsé. En entendant cela, Marlefils affirme qu'en réalité, elle a été expulsée de sa position de sainte et excommuniée de l'église de Polan. À ce stade, Kurt comprend tout ce qui se passe, ou du moins il croit comprendre. Après tout, il en déduit que c'est elle qui a dessiné ces cercles magiques dans sa maison pour évacuer sa frustration. Kurt lui dit alors qu'elle était la célèbre Gribouille depuis le début, la méchante qu'il a créée dans son esprit et qui griffonne partout sur son passage. Mais en entendant tout cela, Marlefils commence à s'interroger sur le sujet, et Kurt, quant à lui, demande où se trouve Eurychia. Marlefils répond alors qu'elle se bat au 2e étage, et Kurt décide de se dépêcher de la retrouver. Cependant, Lise affirme qu'elle s'en occupera seule et demande à Kurt de se concentrer sur le nettoyage du véhicule magique qui emprisonne le corps de Marlefils. Mais la voyant envisager d'y aller seule, Kurt lui dit qu'elle pourrait se blesser. Cependant, Lise lui montre l'épée qu'il lui a donnée et lui dit qu'elle ira bien tant qu'elle la possède. De plus, elle lui rappelle que le gribouilleur qui la poursuivait depuis tout ce temps est sous leurs yeux. Confiant en ses paroles, Kurt la laisse poursuivre Eurychia seule. Quant à Marlefils, elle s'inquiète de voir Lise traverser seule le donjon alors qu'elle est la cible principale du Seigneur Démon. Et de retour à Kurt, il attrape simplement une serpillière pour commencer à nettoyer le cercle magique.
À ce moment-là, Marle-Fils le traite d'idiot, car il pensait que cela ne suffirait pas à nettoyer un cercle magique aussi puissant. Mais dès que Kurt commence à effacer les gribouillis, ils disparaissent lentement, ce qui impressionne Marle-Fils. Pendant ce temps, le seigneur démon sent que son cercle magique est brisé et se demande ce qui se passe. Eurychia remarque alors que la blessure infligée au seigneur démon n'est pas guérie, ce qui signifie qu'il s'est maintenu debout grâce à l'énergie de Marle-Fils pendant tout ce temps, mais que, maintenant qu'il ne l'a plus, il redevient vulnérable. Soudain, Lise retrouve Eurychia, mais elle est bientôt frappée par le seigneur démon. Ce dernier se met à rire méchamment et traite la princesse d'idiote, car elle aurait pu survivre si elle n'avait pas été mêlée à cette histoire. Mais, le voyant convaincu, Lise réapparaît dans un autre coin de la pièce, prouvant que l'autre Lise n'était qu'une illusion. Elle explique alors que son épée magique, forgée par Kurt, est à l'origine de cette puissante illusion, capable de tromper même un seigneur démon. Après avoir dit tout cela, Lise se dirige vers le cristal magique au sol et le brise, achevant le démon sur le coup. À ce moment, Marle-Fils et Kurt entendent un cri, et ils pensent qu'il s'agit du seigneur démon. Quant aux monstres qui encerclaient Générique et les autres, ils disparaissent après la défaite de leur chef par la princesse Lise. De retour auprès de Eurychia, elle reproche à Lise d'avoir couru tout ce danger. Cependant, la jeune fille lui répond qu'elle doit faire quelque chose pour l'aider, car elle en avait assez de se cacher tout le temps. Après avoir tout expliqué, Lise s'excuse d'avoir effrayé tout le monde. Cependant, Eurychia lui répond qu'elle n'a pas besoin de s'excuser, car sans son aide, tout le monde serait déjà mort. Alred s'agenouille alors et la remercie pour son aide. Mais constatant leurs blessures, Lise affirme qu'ils étaient les véritables héros. Elle les remercie alors d'avoir enduré l'affrontement aussi longtemps qu'ils le pouvaient, puis promet une récompense pour avoir sauvé la ville et sa vie. Alred répond alors qu'il se contentera d'une tournée pour trinquer avec ses amis après la mission. Pendant ce temps, Marle-Fils est plus à l'aise avec le cercle magique brisé. Cependant, elle remarque que la malédiction qui la rend affamée est toujours présente dans son corps. Elle croit donc qu'elle en mourra bientôt. Kurt lui tend des gâteaux de riz, et bien que sachant qui va vomir la nourriture, Marle-Fils décide de manger, et reconnaissant que son dernier repas ait été préparé par Kurt. Cependant, dès qu'elle a mangé sa boîte à lunch, Marle-Fils trouve étrange de ne pas avoir envie de vomir, et soudain, la marque de malédiction qui était sur son ventre disparaît mystérieusement. Marle-Fils est alors choquée par ce qui s'est passé, et par les pouvoirs que possède Kurt. Elle comprend enfin que le groupe dont elle faisait partie était entièrement protégé par Kurt, sans qu'il ne s'en soit rendu compte, et quand elle vit qu'elle n'avait jamais vu toute sa gentillesse, Marle-Fils baissa la tête vers Kurt et s'excusa auprès de lui de ne l'avoir jamais remarqué auparavant. Soudain, au milieu de la conversation, Lise fit venir 2 gardes pour emmener Marle-Fils en prison, afin qu'elle paie pour ses crimes. Et voilà, après avoir quitté le cachot, les chevaliers se réunirent pour un banquet. Lise y retrouva Kurt et le présenta à Alred, le chef des chevaliers et le général de l'armée qui administre la ville. En entendant cela, Kurt le félicite. Cependant, Générique intervient au milieu de la conversation et affirme qu'Alred n'est pas très doué en administration. Cependant, Alred lui rappelle que le margrave Técon l'aide sur certaines choses qu'il ne comprend pas. Pendant ce temps, Técon rencontre une jeune fille démoniaque attachée sous un cercle magique. Et dans un souvenir de son passé, Kurt marche à travers la ville, jusqu'à ce qu'il tombe sur une fille en particulier, dans laquelle il réalise que ses styles parlent de la fille d'un marchand ambulant qu'il connaît. Kurt engage alors la conversation avec elle, la complimentant sur ses cornes. Cependant, elle reste silencieuse, se contentant d'écouter ce qu'il dit. Voyant qu'elle l'ignore, Kurt commence à se sentir triste. La fille décide alors de dire quelque chose. En l'occurrence, elle explique que son père lui a ordonné de ne parler à personne du village d'Ast, car elle trouve les gens étranges. En entendant cela, Kurt insiste pour parler à la fille, jusqu'à ce qu'elle cède et dise soudain s'appeler Hildegarde. Finalement, ils partent ensemble dans la forêt à la recherche d'une fleur aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais en chemin, Hildegarde mange d'étranges fruits et tombe à terre, nauséeuse. Kurt va alors la voir et découvre que la fille a mangé des bailles violettes, qui sont des fruits vénéneux de la forêt. Dans ce livre, Kurt prépare un remède avec des fleurs trouvées à proximité. Mais comme il ne parvient pas à la convaincre de le prendre, il le lui met dans la bouche et le lui donne avec un baiser. De retour au présent, Kurt est réveillé par Eurychia et découvre qu'il rêvait d'un événement survenu 10 ans plus tôt. Eurychia, quant à elle, l'informe qu'ils sont déjà proches du village qui les a appelés. Dès qu'ils atteignent le seigneur qui a engagé leur service, Eurychia lui parle de la pénurie d'eau dont souffre son royaume. Après avoir réfléchi un peu, Eurychia se souvient qu'il y a un grand réservoir dans le village voisin, et que certains cours d'eau de ce réservoir sont directement reliés au village du client. Elle suggère donc au monsieur de demander à ce village voisin de partager son eau. Cependant, le monsieur affirme avoir déjà tenté de négocier à plusieurs reprises, mais les propriétaires du village voisin ne l'ont jamais écouté. Eurychia décide alors de se rendre seule au village voisin pour tenter de négocier, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle est surprise par Kurt, qui apparaît simplement dans le village avec un lac géant. Puis, 2 villageois s'agenouillent et les remercient d'avoir résolu leurs problèmes si rapidement. Pour se faire pardonner, il leur offre un panier rempli d'œufs de différentes espèces. Kurt commence alors à penser au délicieux dîner qu'il va préparer avec toutes ces variétés d'œufs. Revenant au sujet principal, Kurt demande des nouvelles de Lise. Puis Eurychia l'informe que la jeune fille est toujours absente, car elle doit faire un rapport sur le monstre qui les a attaqués l'autre jour. Pendant ce
temps, Lise rencontre Tekon, qui se montre honoré d'avoir la princesse à sa table. Lise lui demande de ne pas considérer sa simple visite comme une grande affaire, car après tout, elle n'était pas là en tant que troisième princesse, mais en tant que représentante de l'atelier Mester. Au cours du repas, Lise comprend le jeu de Tekon. Il compte se rapprocher d'elle pour consolider son autorité. C'est pourquoi Lise affirme comprendre le genre de serpent auquel elle a affaire. Tandis qu'elle garde le silence, Tekon brise cette atmosphère lugubre en racontant des histoires récemment entendues. Il a appris que Lise et son groupe utilisent des pierres magiques capables d'exterminer des monstres dans un rayon de 500 mètres, ce qu'il trouve impressionnant. Il demande donc si c'est vrai. En entendant cette question, Lise comprend qu'il cherche à obtenir des informations sur son atelier Mester. Lise change alors de sujet, affirmant que ces rumeurs ne sont que des mensonges. Après tout, elle garantit que les pierres magiques utilisées les actions de son groupe n'étaient pas aussi puissantes que les rumeurs le suggèrent. En entendant cela, Tekon change de sujet et dit que la ville où elle se trouve n'a pas de nom. Lise explique alors qu'une ville est généralement nommée par le vice-roi. Cependant, Tekon prétend avoir des difficultés à envoyer un vice-roi dans la ville où vit Lise, et que, par conséquent, le lieu n'a pas encore été nommé. Cela dit, Tekon surprend tout le monde en annonçant qu'il nommera le maître d'atelier de Lise vice-roi de la ville frontalière. Dès qu'elle entend cela, Lise est visiblement choquée, mais retient son émotion pour ne pas la laisser transparaître. Puis, elle remarque que Tekon veut obliger Kurt à se présenter en public, car un vice-roi devrait se montrer pour occuper ce poste. Elle rappelle à Tekon que cette décision ne peut être prise seule, mais il insiste, affirmant qu'elle représente précisément son maître d'atelier et qu'elle doit donc avoir suffisamment d'autorité sur lui pour prendre ses décisions plus importantes. De plus, Tekon affirme que ce même atelier Mester a déjà sauvé la vie de nombreux chevaliers lors de la dernière bataille, et qu'ainsi, il garantit qu'aucun chevalier ne s'opposera à sa nomination comme vice-roi. En entendant cela, Lise sent le siège se rapprocher et espère qu'Alred ne dira rien qui pourrait la gêner. Après tout, elle ne lui a toujours pas parlé de la situation de Kurt. Et contrairement à elle, Alred prend la parole et affirme que ses chevaliers accepteraient volontiers Atelier Mester comme vice-roi de la ville frontalière. En entendant cela, Lise persiste à s'opposer à cette décision, ce qui amène Tekon à soupçonner un défaut personnel chez son maître d'atelier, le rendant inapte à ce poste. Mais en le voyant suggérer que Kurt ne conviendrait pas à ce rôle, Lise s'irrite contre Tekon et affirme qu'il n'y a personne de plus apte à ce poste. Mais dès qu'elle dit cela, Lise réalise immédiatement qu'elle a fini par trop louer Kurt, ce qui rend Tekon encore plus déterminé à le nommer vice-roi de la ville frontalière. Eh bien, lorsqu'elle retrouve Yurishia, Lise lui raconte l'erreur qu'elle a commise lors de sa rencontre avec Tekon. Yurishia suggère de nommer un membre du groupe, Sakura, au poste de maître d'atelier et de démettre Kurt de ce poste. Cependant, Lise lui rappelle que le groupe Sakura n'a pas les connaissances nécessaires pour se faire passer pour maître d'atelier. De plus, les chevaliers savent déjà qui ils sont. Cela dit, Lise s'enquiert de Kurt, et Yurishia répond qu'il s'occupe du petit daim des œufs qu'il a reçu du dernier village visité. À ce propos, Kurt les appelle tous les deux pour aller voir le bébé de l'œuf qui vient d'éclore. Pendant ce temps, Mimiko souffre de tous les rapports difficiles qu'il doit remplir, et Ophélie, quant à elle, commente la mort soudaine de l'évêque Tristan dans la cathédrale de Polan. Mimiko y affirme qu'il a peut-être été assassiné, son âme ayant été offerte pour payer l'invocation du seigneur démon apparu soudainement. En entendant cela, Ophélie demande ce qu'elle a fait de Marlefis, l'ancienne compagne de Kurt. Mimiko répond qu'il l'a laissé en vie, car Kurt avait l'intention de lui rendre visite plus tard. De retour auprès de Kurt et des filles, il voit une fille ressemblant à Kurt sortir de l'œuf d'oiseau. Yurishia est perplexe, car elle ne s'attendait pas à ce qu'un enfant humain naisse d'un œuf animal. De plus, Kurt affirme que la fille est déjà sortie de l'œuf comme ça. Quant à la fille, elle se met à appeler Kurt « papa ». Et en entendant cela, Yurishia le dit déjà clairement que cette fille n'est pas une enfant normale, étant donné que les enfants ne naissent généralement pas d'eux. Elle croit donc que la fille est une sorte de monstre, et qu'elle a choisi de ressembler à Kurt précisément pour le faire baisser sa garde. Voyant le soin avec lequel Yurishia a choisi ces mots, Kurt en déduit qu'elle sous-entend que la fille les tuera un jour. Yurishia lui dit alors simplement de livrer l'enfant à la nature, pour son bien-être et celui de tous ceux qui l'entourent. Mais en entendant cela, Kurt s'inquiète de ce qui pourrait arriver à la fille s'il l'abandonnait. Voyant qu'il n'a pas l'intention de lui obéir, Yurishia s'approche de l'enfant et lui annonce qu'elle va la tuer. Cependant, Kurt s'interpose et affirme qu'une fille comme elle ne peut être prise pour un monstre cruel qui les tuera un jour. Il lui fait donc comprendre qu'il assumera la responsabilité de tout ce que la petite fille fera. Yurishia commence alors à se sentir un peu coupable, mais elle se croit en même temps séduite par les paroles de Kurt, ce qui lui fait oublier que cette fille est en réalité un monstre. Et puis, elle croit devoir mettre à exécution son plan de tuer cet enfant, même si Kurt la déteste pour cela. Mais avant qu'elle puisse agir, Yurishia est déstabilisée par l'enfant, qui l'appelle maman. Et lorsqu'elle s'imagine être la femme de Kurt, Yurishia rougit, mais Lise la poursuit et lui fait comprendre que cet enfant n'est pas celui qu'elle a eu avec Kurt. L'enfant se met alors à l'appeler maman, ce qui la met en ébullition. Yurishia, quant à elle, revient avec l'idée de tuer l'enfant, mais quand l'interrompt et lui annonce que le groupe Sakura sera chargé d'élever la fillette et de veiller à ce qu'elle devienne une bonne personne. En entendant cela, Sina confirme les propos de Kan et garantit que l'enfant ne deviendra pas une mauvaise personne si elle est élevée par eux. Yurishia finit par se laisser convaincre par la voix de la majorité et aussi par la gentillesse de l'enfant. Après avoir décidé
décidé de garder la fillette, Liz rappelle à Kurt qu'elle n'a pas encore de nom et suggère donc d'unir son nom à celui de Kurt pour donner un nom à la fillette, puisque l'enfant elle-même les a reconnus comme ses parents. Liz suggère alors le prénom Kuruli, mais Yurishia s'y oppose et lui conseille de cesser de déclarer l'enfant comme sa fille avec Kurt. Au lieu du prénom de Liz, Yurishia suggère de l'appeler Yukuli, la combinaison de son prénom avec ceux de Kurt et de Liz, car si l'enfant porte les trois prénoms, il n'y a plus de raison qu'ils se disputent. Mais en entendant cette excuse bidon, Liz lui rappelle que ce nom ne comprend que son nom et celui de Kurt, laissant le nom de Liz complètement de côté. Voyant les deux se disputer autant, Kurt leur demande d'arrêter, puis suggère le nom d'Akuri. Eh bien, cette nuit-là encore, Yurishia remet à un inconnu une partie du matériel génétique d'Akuri et lui demande de remettre l'enveloppe à Mimiko. Le lendemain, Kurt construit une pièce avec plusieurs jouets pour Akuri, mais dit qu'il ne peut pas rester jouer avec elle maintenant, car il a beaucoup de travail devant lui. Sur ce, lui et Yurishia continuent leur voyage, jusqu'à ce qu'ils entendent soudain un bruit provenant de l'intérieur du wagon. Ils s'arrêtent pour vérifier le bruit et découvrent qu'Akuri était avec eux dans le wagon depuis le début. Soudain, Yurishia aperçoit une personne sur la route se dirigeant vers la ville frontalière. Elle lui demande alors d'informer sa famille de l'infiltration d'Akuri dans le convoi, afin que chacun s'inquiète moins pour l'enfant. Pendant ce temps, Kurt, s'interrogeant sur la véritable nature d'Akuri, lui dit que si elle est vraiment un monstre, il ne saura pas quoi faire. Yurishia retourne alors auprès de Kurt, et le voyant inquiet, le rassure en lui promettant qu'ils feront de leur mieux pour que cette histoire aboutisse. Soudain, ils sont interrompus par un inconnu qui s'approche d'eux et leur demande de vaincre le Seigneur Démon. Kurt et Akuri répondent courageusement qu'ils feront de leur mieux, laissant Yurishia, elle, sans comprendre ce qui se passe. Le gars en a une enfant sortie de nulle part, et veut toujours inventer pour tuer le roi démon. Ce type est complètement fou, et si vous voulez la suite, n'oubliez pas de laisser ce like et de vous abonner, et aussi de commenter ci-dessous, donc je vous verrai dans la prochaine vidéo, je suis allé.